Lorraine Goumeau. Tout pour investir aussi en crypto si vous faites partie des investisseurs convaincus. Peut-être que vous êtes simplement observateur ou observatrice. En tout cas, on continue d'en parler au quotidien dans Tout pour investir parce que ça vous concerne. Ça continue de tomber du côté des cryptos puisque la capitalisation totale du marché est passée sous les 3200 milliards de dollars avec plus de 300 milliards de perdus depuis le 6 janvier. Et hier, des rapports non confirmés de DB News ont révélé que le gouvernement américain pourrait vendre pour 6,5 milliards de dollars de Bitcoin issus d'une saisie liée au Silk Road. C'est une ancienne plateforme du dark web. Voilà ce qui fait un petit peu bouger l'univers crypto. Maintenant, on va revenir de manière très pratico-pratique à ce qui nous concerne en tant qu'investisseur ou observateur. Avec vous, Enzo. Allô, bonjour. Bonjour Lorraine. Enzo, vous êtes aux manettes de cryptopatrimoine.fr. Vous vous occupez de crypto et de patrimoine. Et avec vous, on fait le point pour démarrer peut-être sur les flux sur les flux verts et or des ETF Bitcoin, puisqu'ils nous permettent de prendre le pouls de cet écosystème. Qu'est-ce que ça donne là, vendredi 10 janvier que nous sommes? Alors, c'est assez flat en fait, c'est-à-dire que c'est assez linéaire sur le début de l'année. Il y a eu la première grosse sortie le 2 janvier en fait, qui a un petit peu initié cette récente baisse qu'on va dire sur les cryptos. C'est pratiquement 330... alors attendez, que je vous dise pas de bêtises, pardon. Prenez votre temps qu'on ne dise pas de bêtises. 330 millions de dollars qui ont été sortis le 2 janvier. Alors, c'est le record depuis le début, sauf que bon, le lendemain, c'est 250 millions qui sont rentrés, 200 millions le surlendemain et 600 millions la journée d'après. C'est pratiquement du coup 1 milliard en 3 jours. Donc, depuis le début de l'année, on va dire que les 2 derniers jours ont été un petit peu plus chahutés, mais on est quand même largement positif puisque c'est presque un peu plus d'1 milliard en inflow net, c'est-à-dire en rentrée nette. Donc, ça reste quand même tout à fait limité, on va dire. Bon, ça va faire bientôt 1 an que ces ETF existent, puisque c'était le 11 janvier, si je ne me trompe pas, hein, ça va faire l'anniversaire demain. Ça nous permet de mesurer l'intérêt des investisseurs particuliers, mais aussi surtout des institutionnels, puisque ce sont eux qui font le gros des flux. On va répondre à une question d'auditeur et on va zoomer sur le prospectus de l'ETF Bitcoin de BlackRock. Racontez-nous ce qu'on trouve dans ce prospectus et peut-être un point de vigilance en fait sur lequel il faut s'arrêter. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que ça va se passer, c'est-à-dire qu'une société comme BlackRock doit informer ses clients sur toutes les possibles opérations ou événements qui pourraient avoir lieu sur leur ETF. Il est stipulé, page 27, que dans le cas d'une séparation de Bitcoin, c'est-à-dire que Bitcoin, on peut prendre son code et le modifier et créer une nouvelle crypto-monnaie, comme Dogecoin, comme Bitcoin Cash, comme Litecoin, etc. Eh bien, BlackRock avertit ses investisseurs qu'en cas de fork aujourd'hui sur Bitcoin, ils pourraient choisir d'aller sur la chaîne qu'ils souhaitent et pas spécialement celle qui générait le plus de valeur pour Bitcoin. Vous allez donner un exemple concret. Alors, eh bien, admettons aujourd'hui, BlackRock décide de modifier le code de Bitcoin, par exemple, et de sortir une nouvelle crypto-monnaie. Ils pourraient choisir de faire basculer leur ETF vers cette crypto-monnaie. Alors, il y a quand même assez peu de chances que ça arrive, mais BlackRock a déjà parlé l'année dernière de l'émission d'un Bitcoin ESG-friendly, donc c'est-à-dire un Bitcoin qui prendrait en compte davantage, parce que c'est déjà le cas, mais qui prend encore plus en compte des aspects écologiques, etc., etc. Donc, on sortirait de Bitcoin et, de manière totalement légale, pourrait transformer leur ETF vers un autre sous-jacent que Bitcoin. Tout en gardant légal le Bitcoin. Et c'est techniquement possible, en fait. Donc, ça pourrait arriver. Le risque est assez limité, mais vous dire que ça ne pourrait jamais arriver est faux. Donc, pour le coup, on préfère en parler un petit peu. Mais la leçon, c'est quoi? C'est qu'il faut faire attention. C'est pas la même chose de détenir des ETF en propre ou alors de détenir des bitcoins en propre ou un ETF. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous détenez vos bitcoins, que ce soit sur une plateforme d'échange, alors avec un tiers, ou que vous les déteniez sur un portefeuille électronique, vous en avez le contrôle et la maîtrise. À partir du moment où vous passez par un proxy comme un ETF ou un fonds, ou en tout cas une méthode d'investissement traditionnelle, alors ça a d'autres avantages, parce que peut-être qu'on pourra les mettre dans le compte titre, peut-être qu'on pourra les mettre dans une assurance vie bientôt, etc. Donc ça comporte d'autres avantages, mais également d'autres risques liés à la gestion par ces institutionnels. Bon. Enzo, on compte sur vous pour les quelques minutes qui nous restent pour nous faire un petit topo pédagogique sur la réglementation MiCA. D'abord, qu'est-ce que c'est MiCA pour les nuls? MiCA, c'est l'équivalent d'une réglementation, cette fois-ci européenne, pour les cryptos. On avait un cadre français jusqu'à aujourd'hui, et depuis maintenant, le début d'année, on a un cadre maintenant européen. Donc, pour un Italien, un Allemand, un Espagnol, un Tchèque, on va avoir la même
documentation et on va avoir le même fonctionnement des différentes offres de services sur crypto-monnaie. Bon, l'entrée en vigueur a eu lieu discrètement, avant la nouvelle année, on va dire. C'est ça, le 30 pendant décembre. les congés, pour ceux qui en avaient, en tout cas pendant les derniers jours de décembre. Qu'est-ce que ça va changer et pourquoi ça nous concerne? J'ai envie de dire qu'on soit investisseur ou qu'on soit simplement observateur de l'univers crypto. D'abord, pour le consommateur, c'est une mise en concurrence des différents acteurs et donc une meilleure proposition de service et normalement de meilleurs prix. Donc tout ça, c'est plutôt un cadre pour la concurrence qui est avantageux. C'est aussi une meilleure protection. Aujourd'hui, on va dire que la réglementation définit davantage les actifs numériques qui rentrent dans MiCA et donc va offrir potentiellement une protection des investisseurs. Il y a également une autre alors c'est pas exactement MiCA, c'est TFR, Transfer Rule, qui oblige maintenant les plateformes à devoir en revanche déclarer toutes les transactions provenant de portefeuilles non hébergés à partir de 1 000 €. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau, qui n'existait pas avant. Ce serait une sorte de TRACFIN? Alors TRACFIN, c'est un petit peu différent. Là, c'est qu'en fait, par exemple, une plateforme d'échange un particulier qui va avoir des actifs sur un portefeuille électronique type MetaMask, type Ledger, etc., en tout cas qui va détenir ses propres cryptos, s'il souhaite les envoyer vers une plateforme d'échange et que le montant fait plus de 1 000 €, il devra révéler sa clé publique. Voilà. Donc en fait, c'est une manière de pouvoir récupérer des informations sur des portefeuilles dont les transactions font plus de 1 000 €, ce qui n'existait pas avant. Bon, intéressant, on voit ça se structure. Ça, c'est du point de vue des consommateurs. Du point de vue B2B, pour les acteurs de l'univers crypto, qu'est-ce que ça va changer, MiCA et puis TFR? Alors, ça change. Déjà, on a 1 an et demi pour se conformer à ces nouvelles réglementations, donc ça va nous laisser déjà un petit peu de temps, ce qui n'est pas de trop. Et puis maintenant, en fait, ce sont tous les services qui doivent être enregistrés. C'est-à-dire qu'en France, avant, par exemple, typiquement, pour ma part, je pouvais faire du conseil en investissement sur actifs numériques sans être soumis à un enregistrement obligatoire. Aujourd'hui, tous les services qui sont liés aux actifs numériques vont devoir être enregistrés auprès de l'AMF. Donc, c'est certification AMF. Exactement. Donc, c'est quelque chose, par exemple, en tant qu'utilisateur, qu'on pourra aller retrouver en bas d'un site, aller vérifier qu'il y a une certification AMF. Ouais. Très bon point. D'ailleurs, la liste blanche et la liste noire de l'AMF, vous pouvez vous y rendre en direct. Donc, la liste blanche, ça va être toutes les sociétés qui sont validées et enregistrées auprès de l'AMF. La liste noire, c'est toutes celles sur lesquelles il vaut mieux éviter d'aller, bien entendu. Bon, on n'a toujours pas parlé de NFT, on en parle de moins en moins. Pourtant, MiCA, ça concerne, ou plutôt, ça ne concerne pas les NFT. Exactement, il y a des actifs qui ne rentrent pas dans MiCA, comme les actifs tokenisés, donc des actions, des obligations, des fonds, des parts d'immobilier qu'on aurait tokenisés sur la blockchain, restent aujourd'hui dans le giron des conseillers en investissement traditionnels et des conseillers en gestion de patrimoine. Donc ça n'entre pas dans MiCA. Donc si par exemple vous vous dites je vais aller voir un MiCA compliant, en tout cas une société MiCA pour acheter on va dire des actifs tokenisés, donc de la vie réelle, eh bien ils vont devoir avoir d'autres réglementations en plus que MiCA. Bon, tout ça, c'est neuf. Ça va prendre un peu de temps pour être digéré, adopté, certifié. On a 1 an et demi pour rentrer dans un nouveau monde, finalement. On monitorera ça, on surveillera ça avec vous, Enzo. La semaine prochaine, qu'est-ce que vous regardez? Vous allez partir en week-end, là. Qu'est-ce qu'on regarde en début de semaine prochaine? Ben justement, je pense qu'on va regarder un petit peu, comme d'habitude, un point sur les marchés. Et puis la tokenisation d'actifs, qui, je pense, est une grande thématique. Il y en a 2, je pense, cette année, qui sont l'intelligence artificielle et la tokenisation d'actifs. Et liées aux actifs numériques, du coup, pour ma part. On essaiera de creuser tout ça pendant l'année. Et voilà. Et si les auditeurs ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à les poser sur ce genre de sujet, on essaiera d'y répondre. Voilà, vous avez tout entendu. Un petit point sport, si je puis dire, puisque vous avez peut-être vu cette information passer. On peut maintenant payer en Bitcoin, à condition d'aller au Fitness Park de Boulogne-Billancourt. Vous avez vu cette FDC? C'est ça, j'ai vu ça. Le groupe Fitness Park en région parisienne dispose d'une première salle qui accepte Bitcoin. Je crois uniquement Bitcoin ou d'autres cryptos. Vous savez ça? Alors, j'ai vu la news. En revanche, si je peux me permettre, pour le coup, aujourd'hui, de dépenser ses Bitcoins pour ce genre de choses. Ça fait cher la séance. Ça fait cher la séance si on compte que Bitcoin peut continuer un petit peu à progresser. Donc, bon, voilà, pour ceux qui en auraient beaucoup, pourquoi pas. Mais bon.
Voilà, un peu limité quand même. Ça rappelle une pizza très très chère, n'est-ce pas? Par exemple, exactement. Voilà, info que j'ai relevée chez nos confrères d'actionnaires qu'on salue parce que de temps en temps, ils nous regardent. Merci beaucoup Enzo d'avoir été avec nous au décryptage. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Le vendredi, on sera avec vous, Enzo. À suivre, on va finir la semaine en parlant immobilier. On va se demander si vous avez un DPEG, est-ce que vous allez perdre votre location? Ou alors, si vous êtes propriétaire, vous allez perdre votre locataire. On va voir ça avec notre expert dans quelques secondes. À tout de suite.